Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Parler avec Marc Boutavant, c'est comprendre que la littérature jeunesse permet de choisir le monde que l'on souhaite, aux autres ou à soi-même, avec le regard de l'enfant qui a grandi, qui serait un peu plus sûr de lui et qui, à la manière d'un gentil chef de bande, dirait « Allez les filles, allez les gars, on est timide, mais on y croit ». Comment transmettre en illustrant et faire confiance à quelqu'un d'autre pour les mots, pour les ressentir à sa manière, puis en fonction, travailler le trait, les couleurs, de sorte qu'une troisième histoire prenne forme après le récit et les dessins, le livre. Créateur de la série MOOC, d'abord publiée aux éditions Mila, ensuite chez Albin Michel Jeunesse, Marc Boutavant se lance plus tard dans l'aventure Ariol et ses amis avec Emmanuel Guibert pour le magazine J'aime lire et sort Chien pourri avec Colas Gutmann à l'École des loisirs en 2013. Le grand entretien avec Marc Boutavant, c'est maintenant. On part d'un livre, on part donc de Chien pourri à la ferme, avec donc, chaplapla et... Et Chien pourri qui s'extasie. J'aime bien, t'as l'air passionné. Devant une décharge, oui, moi j'ai trouvé ça très drôle. Moi Ok, ça s'adresse aux enfants, mais ouais. Moi je suis partie en fou rire plusieurs fois. Ça me plaît. Je suis obligé quand même de tout de suite préciser quelque chose. Je n'ai pas écrit Chien pourri. D'accord. Ah ouais, je sais, je vois la déception. Je vois la déception. Et en fait, tu sais que en haut à droite, Marc Boutavant, donc c'est l'illustrateur, et en haut à gauche, Colas Gutmann, c'est l'auteur. C'est l'auteur. Et donc tes fous rires, j'espère qu'ils étaient aussi un peu liés aux images. Bien sûr, oui. Ah, c'est cool. C'est drôle, c'est absurde le phoque. Voilà. Et Colas Gutmann, il y a 10 ans, il m'a dragué. Parce qu'en fait, lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il lisait Ariol à son fils, qu'il adore Ariol. Et je pense que ça a un tout petit peu nourri, non pas son style qui a toujours été là, mais quand même Chien pourri. Beaucoup de jeux de mots débiles, etc. Un certain esprit. Et donc Colas, il m'avait avoué qu'il m'avait dragué parce que moi je connaissais pas du tout son travail. Ouais. Et c'était quand même un auteur prestigieux de la maison, de l'École des loisirs. Ouais. École des loisirs, j'avais mis les pieds, je connaissais personne de là-bas. Bon voilà. Et puis donc on est à un salon à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Salon du livre jeunesse. C'est génial tout ça. Et on est côte à côte, on se marre bien, mais on se serait marré autant, j'imagine, même s'il m'avait pas dragué, mais le fait qu'il veuille quand même un peu, tu vois, qu'il soit content de me rencontrer, mais c'est pas grave, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous guide dans l'existence. Donc, on s'est bien marré. Dès que je suis rentré, là, 3 jours après, j'avais un petit texte de sa part, c'était la princesse aux petits doigts boudinés, super bien, très drôle. Moi, je me suis bien amusé à faire des petits dessins, très peu sur ce truc-là. Ouais. Je suis rentré dans les clous de la collection Mouche, c'est-à-dire j'ai fait des petits cabochons, mais c'était hyper amusant. Je me dis, mais quelle écriture marrante et tout, super. Et au bout de 6 mois, il m'a envoyé le premier texte de Chien pourri, qui était assez impressionnant, parce que là, c'était l'écriture de Colas Gutmann à haute dose, c'est-à-dire, quand tu lis ça sans illustration, moi j'avais mon côté un peu... Je suis à la fois pas très bon élève, mais en même temps prof, les deux. C'est-à-dire que je voyais des phrases, je me dis, attends, elle est normale cette phrase ? Elle est bizarre. Je sais pas s'il n'y a pas le verbe au bon endroit ou quoi, mais en fait il y avait un côté chaotique, étrange de construction. Et puis je l'ai relu et je me suis dit, mais c'est démentiel. J'adore, c'est drôle. Et en plus, m'est apparu tout de suite ma place, mon rôle là-dedans. C'est-à-dire dans cet humour noir, chaotique, étrange, tout ce que tu veux. Sadiste. Il fallait que je rende le truc un peu plus sympa, mignon, accessible, etc. C'était ma mission. Et c'est exactement le genre de mission que j'adore. Je suis pas trop du genre à brûler des pneus. Ouais. Donc on s'est trouvés comme ça. Colas Gutmann, il m'avait prévenu, je sais pas pourquoi, il m'avait dit, ah oui, on avait parlé d'Ariol quand on s'est rencontrés, il me dit, mais comment tu fais ? Moi je déteste les séries, ça me déprimerait de faire des séries, le truc qui revient tout le temps et tout. Comment vous faites pour faire Ariol ? Ça doit être chiant. Ouais.
trouver à chaque fois l'inspiration. Ouais, et puis surtout pour remettre ça tous les mois, etc. D'accord. Et puis non, C'est tous les mois la fréquence? pour Ariol c'est tous les mois parce qu'en fait c'est prépublié dans J'aime lire. D'accord, ah oui c'est vrai. En fait, pour les gens qui ne suivent pas depuis 25 ans, Ariol, c'est un peu variable. Il y a des gens qui se disent, quand ils me voient, ils se disent « Oh, il est vieux, ça doit faire très longtemps qu'il fait ça. » Ou puis il y a des gens qui se disent « Oh, il est jeune, ça ne doit pas faire si longtemps que ça qu'il fait ça. » Ça dépend. Et donc, il y a peu de gens qui savent que Ariol, c'est quand même... Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. C'est pas mal. Vous l'avez créé avec Emmanuel Guibert. Ouais, exactement. On a créé ça, ou Emmanuel a créé ça il y a 25 ans. Le truc qui fait que c'est possible de faire ça tous les mois, c'est parce que Emmanuel, c'est pas la première fois que je le dis, mais j'adore le dire, c'est un homme source, c'est une citation de Victor Hugo, et en citant Victor Hugo, on arrive à Victor Hugo. Emmanuel, c'est Victor Hugo 2.0, ou numéro 2, ou d'aujourd'hui, ou je sais pas comment te dire. Voilà. Ah ouais. Ouais, carrément. J'hésiterai pas un instant. Je peux le redire si tu veux. Tu me disais, on part de Chien Pourri à la ferme. J'adore Chien Pourri à la ferme en plus. Je les aime tous. J'adore Chien Pourri à la ferme parce qu'il m'a permis vraiment de crader l'atmosphère, c'est-à-dire tout en faisant des petits personnages un peu mignons, des petites choses un peu mignonnes. J'ai un peu chargé quand même la ferme, puisque en bon écolo parisien et anti-productiviste ou tout ce que tu veux, blabla, j'ai pu mettre tous les trucs que je trouve dégoûtants dans la... Tu as vu le jet en verre, justement. Tous ces trucs qui m'ont obsédé pendant des années. Aujourd'hui, je suis un peu plus relax. Je peux manger des produits de chez Franprix, alors qu'avant, je pouvais pas. Je me suis détendu. Donc, j'ai bien chargé parce que ça m'a vraiment fait très plaisir. Mais c'est spécial, c'est-à-dire que j'ai chargé parce que c'est la ferme, d'accord, mais quand même, il y a toujours Chien Pourri, il y a toujours des petits personnages, il y a toujours un petit hamster, etc. C'est un peu rigolo. Il y a surtout aussi un petit poney rose que je trouvais assez rigolo, qui est trop dodu, qui est comme s'il était gonflé. C'est un peu surréaliste. Ouais, j'ai adoré, c'est n'importe quoi. C'est presque trans. Non, mais il y a un côté un peu dingo, un peu poussé à l'extrême. Mais j'espère que ça reste assez équilibré, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est important, je le disais tout à l'heure. Moi, mon rôle, tout de suite, ça a été de rendre le truc un peu accessible et pas mettre double dose d'humour noir dans un truc humour noir. Tu vois, on allège, c'est un truc, voilà, un contrepoint, etc. J'équilibre. Je sais pas comment je suis fabriqué, mais j'adore accompagner, faire quelque chose avec quelqu'un, avoir un rôle, tu vois. Et si tu me laisses tout seul, je crois que j'ai besoin de ça, de travailler avec des gens. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce truc de la Grande Ourse, de ce prix. Ce prix du Salon du livre, voilà, exactement. Tu l'as reçu en 2022, je dis. Voilà, et pour moi, ce qui était génial, c'était que tout d'un coup, je vais comme ça porter un peu la lumière, non pas mon travail, mais ce travail en collaboration. C'est le plus important. C'est de travailler au service, et dans le plus noble sens de ce que ça veut dire, comme un interprète, donc au service des histoires d'Emmanuel, des histoires de Colin, des histoires d'Astrid Desbordes, d'Agnès Mathieu Daudet, etc. et d'autres, de Toon Telegan bien sûr, ça c'est énorme aussi. Je vais pas dire sans eux je ne sais rien, pas du tout, c'est vraiment pas l'idée, c'est juste que qu'est-ce que j'aime collaborer, être contacté, ou en tout cas trouver des gens, peu importe, mais en tout cas rencontrer. Quelqu'un me confie son texte, son univers, j'ai une responsabilité, je dois trouver le moyen de me mixer à ça, de la meilleure manière que je puisse le faire. Et il n'y en a pas beaucoup, en fin de compte. Je dois trouver la manière. Après, ce même texte, tu peux le confier à chaque fois à quelqu'un d'autre et tu auras des propositions différentes. Mais moi, j'ai une façon d'interpréter ce texte. Quand j'ai compris ce que je voulais, ma façon d'interpréter le texte, il n'y en a plus qu'une pour moi. C'est celle que je vais choisir. Et le choix est hyper important.
Pourquoi tu penses qu'on te confie des textes? C'est-à-dire, c'est parce que toi, tu as l'humour, la tendresse, c'est pas une forme de mélancolie, mais il y a quelque chose de très sensible. Pourquoi on te confie? Quand on dit c'est pas de la mélancolie, c'est quand même on a pensé à mélancolie. et je trouve que entre ça et un commentaire que j'ai entendu hier très vintage, entre très vintage et mélancolie, il y a un truc. Peut-être que plus ça va, plus j'ai 9-10 ans, parce que plus ça va, plus je passe de temps à avoir 9-10 ans dans la tête, puisque évidemment, quand je travaille, je me mets à la place de moi enfant, et si je peux, à d'autres enfants, tu vois, à la place d'autres enfants, et parce que je me dis, c'est bien, je vais faire ça comme ça, tu vois, je suis là avec le crayon, je me projette totalement, je me promène dans l'image, je vais ajouter ci et ça, non, non, je change le regard, il va regarder ce personnage-là, parce que regarder ce personnage, ça veut dire qu'il a compris que l'autre était en train de faire ça, et que c'est ça qui est ridicule, il le juge, et ça va être compris par le lecteur, la lectrice, etc. Je suis dedans, et pour être dedans, il faut que je me mette à la place d'un enfant, donc toutes ces années font que, alors, ça se voit pas physiquement, mais en tout cas à l'intérieur... Si, ça se voit. À l'intérieur, je passe mon temps à rajeunir, et moi, mon truc, c'est que c'est marrant, je suis passé comme tout le monde par l'adolescence difficile, presque tout le monde. Après, je suis passé par prolongement, surtout très long chez les garçons, prolongement de l'adolescence difficile, donc jusqu'à 21, 22, j'étais encore un peu vaguement dark, etc. Mais faire des trucs griffonnés, gros crayon noir. Et puis, très vite, boum, j'ai basculé, je sais pas pourquoi, mais je suis tombé dans ce truc de la couleur, dans un truc... Mais c'était un choix. Et à partir de là, ce moment où j'ai fait de l'acrylique, mais il y a tout ça comme couleur qui existe, mais c'est génial. Donc j'appuyais sur les tubes, je mettais ça sur le pinceau, je barbouillais, je faisais des illustrations avec ça. Et c'était génial. Et cette lumière que j'envoyais sur le papier, finalement... Te revenait. Mais me revenait, exactement, bravo. C'est exactement ça. Je ne l'aurais pas dit aussi bien. Donc cette lumière me revenait, et puis il y avait comme ça un échange, tiens, hop, super. Et puis il y avait un petit cercle vertueux. Et donc, merveilleux de fonctionner comme ça, de choisir ça, plutôt que ce gouffre de... Je sais qu'il y a des variations dans la peinture noire, et il y a des grands artistes qui nous le montraient, mais en tout cas, c'était pas mon choix, et j'étais plus fait pour ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis parti en arrière. Voilà, je suis parti en arrière, et jusqu'à 9 ans. Et peut-être que j'irai encore plus loin. Et quoi d'autre? J'ai un peu tout mélangé. Est-ce que j'ai déjà dit suffisamment bien de tout ce que je pense, de tout mon travail avec Emmanuel Guibert? Ouais, ça j'ai dit, c'est fait. Tu as dit que c'était Victor Hugo. J'ai dit que c'était Victor Hugo, et qu'en fait, je veux le redire, que ce soit gravé dans le marbre de cette touffe que j'adore. C'est que j'ai tellement appris avec lui. C'est-à-dire que je dessine pas des... Déjà, le dessin, c'est pas que dessiner des petits Mickey. C'est pas ce qu'on voit comme ça en passant. Ah oui, il fait ça. Non, en fait, dessiner pour la personne qui dessine, c'est incroyable de tout ce que ça signifie, de concentration, méditation. Méditation, c'est pas... Ça paraît être un grand mot, mais en fait, non. On est plongé dans des histoires qu'on se raconte, on est plongé dans les associations d'idées. Tout ce qu'on a vu les semaines, les mois, les années précédentes, on convoque ça plus ou moins consciemment, etc. C'est tout un monde, c'est génial. Et c'est tout ça qu'on met au service d'un texte ou d'histoire, etc. Et quand je dis que je mets tout ça au service des histoires d'Emmanuel, par exemple, je parle souvent de lui parce que c'est quand même ma plus longue histoire. C'est-à-dire, à part avec Camille, ma femme, c'est ma plus longue histoire. En fait, voilà, je ne savais pas ce que j'allais apprendre quand j'ai commencé. C'est intéressant. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais, je ne savais pas... D'ailleurs, on en ressort transformé. C'est une anecdote, oui, on en ressort, mais en fait, complètement. C'est horrible d'imaginer que je pourrais être passé à côté. C'est vrai, c'est fou. C'est-à-dire que quand il m'a appelé il y a 25 ans... C'est Emmanuel Guibert qui t'a appelé il y a 25 ans. Oui, j'ai quand même dit non,
Non merci Emmanuel, parce que je n'ai pas du tout en fait faire de la bande dessinée, parce que je n'aime plus trop la bande dessinée, parce qu'à cette époque-là, moi j'étais complètement foufou, je dessinais ce que je voulais, libre, illustrateur, inspiration. Et d'imaginer faire comme ça, case à case, une répétition de personnages, machin, c'est atroce. Parce que tu as fait partie de l'atelier des... Ouais, mais non. Autant dire que j'étais un spectateur de... Par contre, je suis très content d'avoir été là et de voir cette espèce de grande... L'atelier de la place des Vosges, hein, excuse-moi. Oui, l'atelier des Vosges. L'atelier des Ça s'appelle comme ça. Atelier. Et puis peut-être, je suis sûr qu'un jour il y aura un grand documentaire sur le sujet. Mais remarque, Johan a déjà beaucoup produit sur le sujet, mais Johan Sfar, parce qu'il en était un grand membre. C'était le grand. C'est pas un truc de chef, comment dire, c'était l'âme peut-être de cet atelier, parce que son esprit faisait que il libérait les gens, je trouve. Voilà, moi ce que je voyais je suis resté 1 an. J'étais un peu spectateur parce que c'est tout bête, c'est que ne faisant pas de bande dessinée, un peu illustrateur comme ça, j'étais un peu sur le côté et je voyais ces dessinateurs, auteurs, très importants, auteurs à ce moment-là, donc qui se rencontraient et qui s'excitaient et ça partait en vrille tous les jours. Il y avait une effervescence qui était perçue de l'extérieur quand même. Et donc j'étais content de voir ça, mais par contre, c'est vrai que je me sentais pas trop dans mon élément. Donc à l'époque, avec une amie, je suis parti créer un atelier pour que ça me ressemble davantage, tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est un peu mon carburant. Avec le temps, toutes ces rencontres avec les enfants, c'est devenu ça me donne une pêche extraordinaire. Je pense pas que comme dans L'être un jeune poète, quand on parle de l'écriture, la question c'est pas de savoir si on en est capable ou pas, c'est d'abord écouter ce qui nous porte, ce dont on a envie. D'abord, il y a un désir. Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf qu'en fait, ce désir-là, je pense que c'est comme une programmation ancienne. Moi, j'ai déjà obéi à cette programmation ancienne finalement. Il y a très longtemps, ma mère, quand elle était jeune, elle avait eu envie de partir à Paris faire du dessin. Je suis dans cette programmatique, en fin de compte, tu vois, je pense. Sinon, je serais... parce que c'est pas facile de grandir dans un bled, surtout à l'époque, on va dire, peut-être encore aujourd'hui, et d'avoir un moteur intérieur. Et tu vois, ces petits moteurs-là, et ben en fait, il n'y a pas de regret à avoir. Moi, ça me dérange pas d'avoir hérité d'un moteur. Tu vois, heureusement que j'ai hérité d'un moteur. Parce que si tu n'hérites pas d'un moteur, en fait, croire en autre chose, je trouve que c'est un peu un leurre. C'est un peu comme croire en un amour absolu. C'est-à-dire croire que, oui, c'est comme ça, les choses doivent être comme ça, pur, absolu, machin. Mais non, en fait, si tu n'hérites pas d'un moteur comme ça, il va falloir trouver d'une manière ou d'une autre, ou le construire, ou t'accrocher à un truc, jusqu'à ce que le tien se mette en route, ou je sais pas quoi, enfin, etc., etc. Donc moi, je pense que j'ai hérité de ça, et j'ai réussi j'ai hérité de ça, j'ai fonctionné avec, etc., etc. Mais des fois, je me dis, ok, bon, là quand même, tout ça, c'est un peu linéaire. Est-ce que c'est le vieux monsieur en train de dessiner, tu vois, est-ce que c'est moi, ou est-ce que quand même, peut-être qu'il y a un autre truc à faire pour s'amuser un peu, varier les plaisirs, etc., etc. Donc je pense souvent à ça en ce moment. Béatrice Vincent, donc c'est avec elle que j'ai fait MOOC, ce grand livre-là. Et c'était génial de faire ça avec elle, ce travail sur l'objet. Moi, c'était un vrai... Ce choix-là dont je parlais tout à l'heure, le choix, c'est tellement génial. Choisir, c'est tellement génial. Tu choisis, tu assumes, et tu donnes les moyens d'aller jusqu'au bout. Et ça crée de l'énergie, ça, de choisir, je trouve. Ça te donne de l'énergie. Et donc, ce grand livre de MOOC, par exemple, choisir une couverture bien brillante, avec des pages aussi brillantes, ce sont des vrais choix assumés, parce qu'à ce moment-là, je voulais aller vers quelque chose qui a l'air d'être cheap, comme ça en apparence, et
réussir à faire un truc, au contraire, un peu pas chic, mais noble en tout cas, comme objet. Et c'était pas évident, et à tel point que j'ai quand même eu 2 personnes qui étaient branchées sur peut-être qui avaient d'autres repères, mais qui m'ont dit ouais c'est bien, mais c'est dommage le côté cheap un peu, truc papier glacé et tout. Et je trouvais ça rigolo parce que c'était exactement le point de départ, c'était ça. Je me suis dit je vais partir de ce qu'on imagine du papier glacé, parce que là je te parle d'un temps où le papier glacé égale tract pourri, tu vois, etc. etc. Hein. C'est un peu vieux, c'est des vieilles références, parlons d'aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, c'est histoire de papier glacé et je voulais partir d'une difficulté, mais ça c'est génial, il y a des gens comme moi qui ont besoin de difficultés pour de la contrainte, difficulté pour transformer. C'est une belle chimie, c'est on va prendre du caca et on va faire de l'or. Et ça doit être les bébés, tu sais, quand oh mais c'est très beau ce que tu as fait. Ah, je pensais que c'était du caca, mais non, en fait c'est de l'or alors visiblement, si j'écoute mes parents. Je parlais moi de ma proximité avec l'objet livre, et même si là, ça fait peut-être quelques temps que j'ai pas eu cette occasion, puisqu'en fin de compte, de m'impliquer dans l'objet lui-même, au niveau du papier, du format, de tout ce que tu veux. Ce sont des séries. Parce que exactement, bon ben voilà, je parle à quelqu'un qui connaît très bien le sujet, c'est des séries, ça roule, et il n'y a pas forcément de nouveautés dans tout ça, mais par exemple, à nouveau, je repense à Béatrice Vincent, quand avec elle j'ai pu travailler sur les textes de Toon Telegun. Toon, c'est hyper important pour moi, c'est un médecin à la retraite qui doit avoir 80, tiens je vais vieillir un peu au cas où, 85 peut-être. Et il a été pendant 15 ans médecin en Afrique, et je dis ça, c'est important parce que il y a 25 ans, 26, je sais plus, le temps passe trop vite, quand j'ai découvert un livre chez Albin Michel qui s'appelle Les lettres de l'écureuil à la fourmi, l'effet que ça m'a fait, c'est monumental. C'est incroyable. J'ai été choqué, dans le bon sens du terme. C'est quoi mieux que choqué ? En tout cas, bouleversé. Voilà, bouleversé, c'est mieux, beaucoup mieux. Parce que je lisais des petites phrases hyper mignonnes, des mots simples, grammaire simple, construction simple, phrases très courtes. Et avec ça, je pouvais faire naître des petites larmes, des petits trucs, des émotions incroyables. C'est des petits animaux encore qui semblent complètement encombrés d'émotions humaines, qui ne savent pas quoi faire avec, ça dicte leur comportement, mais ils ont l'air d'être complètement... ils sont envahis, ils ne contrôlent plus rien, et vulnérables. Ah, t'as plein de beaux mots, bravo. Et voilà, c'était très fort. C'était illustré par... ce livre-là a été illustré par Axel Scheffer, magnifique. Ensuite, quelques années plus tard, dans la même collection, c'est Kitty Crowther qui a illustré l'écureuil... l'anniversaire de l'écureuil, magnifique, des textes magnifiques. Et puis, bien des années plus tard, Béatrice Vincent m'a demandé d'illustrer un recueil de textes de Toon. Et là, c'est n'y a-t-il personne pour se mettre en colère. Et il s'agissait de s'éloigner des précédents objets, justement, et donc on a discuté ensemble de ce que ça pouvait être comme objet. Elle voulait que je participe à ça, elle connaissait mon goût pour ça, elle a pressenti que c'est ma sensibilité, etc. Voilà. Après, malheureusement, elle n'a pas été récompensée, en tout cas pas immédiatement, parce que j'ai mis 3 ans pour me lancer, parce qu'en fait, elle me proposait d'illustrer les textes de quelqu'un qui, quelques années, 10 ans auparavant, que j'avais mis en haut de tout. Tu vois, c'est un peu écrasant. C'est-à-dire que ce mec, c'est hallucinant. Voilà, ses textes sont hallucinants. Et d'ailleurs, très souvent, malgré les très belles illustrations et très beaux livres que je connaissais, je m'étais souvent dit, mais c'est dommage finalement que ce soit illustré, parce que les adultes devraient lire les textes de Toon, et que c'est jeunesse avec des petits dessins magnifiques d'Axel, c'est bien joli tout ça, mais ça éloigne des adultes. Et moi je trouve que voilà, c'est dommage. Donc j'avais ça en tête quand on me demande à moi d'illustrer. Ah bah merde,
Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai un peu du mal à appuyer sur le starter et je n'ai pas trouvé le starter avant 3 ans quand Béatrice m'a dit mais ouais, ben voilà. Là on est arrivé au bout. Je crois que ou bien tu le fais ou bien je vais le confier à quelqu'un d'autre. Donc je me suis lancé et je suis très content, je suis très fier d'avoir fait ce truc-là parce que je me suis renouvelé. En fait, tout à l'heure je parlais de ça, je parlais d'être associé à quelqu'un, à un texte, à un univers, de trouver ce que je pouvais faire de mieux pour ça, moi-même, voilà, de livrer le meilleur que je pouvais faire. Ça ne veut pas dire le meilleur du tout, c'est le meilleur dans mes petits moyens. Là, j'étais hyper content parce que l'enjeu était énorme, encore une fois, et j'ai réussi à me renouveler. Et pour chaque nouvel univers, je dois me renouveler. Et c'est un peu là où est la difficulté dans ce que je fais, moi. C'est que quand je ne me renouvelle pas, vraiment, je passe un très mauvais moment. C'est-à-dire qu'un livre qui sort et je ne me suis pas renouvelé, je me dis, je le vois en librairie, je baisse un peu la tête. Pardon, tu vois, et etc. J'ai l'impression de ne pas avoir accompli ce que je devais faire. Et se renouveler tout le temps, c'est évidemment un peu sportif. En fait, c'est un peu, ça ressemble aussi à l'inspiration, c'est-à-dire tu peux chercher ça longtemps et c'est tellement triste quand tu l'as pas, mais tellement triste. Et quand tu l'as, t'es Superman. Dans ton micro-monde, de toi, de ton rapport, tu vois, de toi avec un texte, de toi avec l'image, toi avec un livre, de ton micro-monde, t'es le Superman de ton micro-monde, quoi. Oui, c'est hyper, c'est galvanisant et tu te redresses, t'es content. C'est pas forcément... C'est toi avec toi. Et les gens vont pas comprendre pourquoi tu te redresses, mais pourquoi il se redresse. Et il y a un côté démiurge, c'est vrai. Et je trouve qu'en fait, c'est très fort, justement, le crayon. Tout à l'heure, je disais que c'était pas que dessiner des petits Mickey, en fait. Le crayon te permet, en fin de compte, de dessiner le monde dans lequel tout se passe comme tu le voudrais. Et c'est toi qui choisis, et c'est toi qui le construis, etc. Donc en fait, ça te donne une satisfaction énorme, et ça te donne une forme de fierté, un socle. Mais c'est fragile, tu vois, encore aujourd'hui finalement, c'est fragile, tout ça. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir d'être sur le même mode que quand j'étais petit, quoi. Tu vois, ce qui n'est pas toujours glorieux. Dans un monde... Alors je sais aussi que le monde adulte, c'est un monde masqué, tu vois, je suis pas dupe. Mais quelquefois, il faut malgré tout un peu réussir à être masqué. Et là, j'ai vraiment du mal. Mais cette fragilité, elle est hyper intéressante. Et mettre en avant la fragilité. Voilà. La rendre comme une force, finalement. Cacher une fragilité, c'est pas tout à fait le bon mot, mais il y a une forme de paranoïa, c'est-à-dire en fait, cacher, se défendre, prévoir, anticiper des agressions, c'est très mauvais tout ça. C'est vraiment un cercle très très négatif. Alors que mettre ça à jour, au vu et au su, etc., de tout le monde, c'est démentiel parce que ça rend beaucoup plus serein, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, si, il y a un truc qui est tranquille là, il y a un truc qui est tranquille, un peu tranquille, et puis... Est-ce que tu es peut-être à ta place? Voilà, t'as raison. Moi, je trouve que je suis souvent à ma place, et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que quand j'ai cette satisfaction d'avoir réussi à mettre ce que je voulais dans un livre, là, je suis à ma place, effectivement, vraiment, complètement. Être à sa place, ça rend fort, rien que pour soi, tu vois, juste pour soi. On est moins en lutte permanente. Je parlais tout à l'heure de ce truc d'être tout puissant, c'est une exagération, mais en tout cas, tu vois, tu tiens le crayon, tu dessines ton univers, tu fais ce que tu veux, tu répares toutes les injustices. Il suffit de dessiner un super-héros qui éclate je ne sais pas quoi pour que tout d'un coup ah bon bah voilà, c'est fait. Ouf, je me suis bien vengé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en fait, ça te permet quand même d'exister. Et quand je dis ça, quand je pense comme ça me fait penser à cette révélation. Il y a très peu de temps, j'ai lu une citation, et je crois que c'est quand Mandrika est mort, j'ai vu passer une citation de Mandrika qui disait, Mandrika c'est donc l'auteur du Concombre masqué, il me manquait quelques années pour lire complètement tout ça, mais en tout cas je voyais bien son dessin, etc.
et l'absurdité aussi de son dessin. Et j'aimais bien ça quand même si je comprenais pas tout. En tout cas, cette phrase, je l'ai trouvée toute simple, géniale. C'était mise en exergue, ça devait être dans l'IB ou je sais pas. Ça devait être. Mais moi, de toute façon, je dessinais pour exister. Dessiner pour exister, ne pas dessiner, c'est ne pas exister. Et ça veut dire qu'en fait, je trouve que c'était tellement dur que j'ai beaucoup de chance d'être là. Marc Boutavant a reçu en 2022 le prix spécial La Grande Ourse au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui récompense l'ensemble de son œuvre. Il a également présidé le comité Partir en Livre du Centre national du livre.